Sur cette chaîne, à plusieurs reprises, je vous ai proposé des vidéos qui vous expliquent comment assembler votre PC gamer à partir du moment où vous avez les composants. Mais ce que j'ai jamais pris le temps de faire, c'est de vous expliquer en fait comment choisir ces composants, en partant de quoi, pour quelle utilité, pour quelle raison, en tâchant de respecter toutes les compatibilités possibles, et surtout en se posant les bonnes questions de pourquoi je choisirais ce composant plutôt que celui-ci, pour quelle utilisation, qu'est-ce que je vais faire avec mon PC, est-ce que je vais juste jouer, ou est-ce que je vais peut-être faire du stream, des vidéos, plein de questions qu'on doit se poser avant de monter son PC, parce que le monter une fois que tu as les composants, c'est assez simple, mais c'est vrai que parfois, tout ce qui se passe avant, on n'en parle pas assez. Alors je dis on parce qu'actuellement nous sommes en stream sur ma chaîne Twitch, parce que j'ai décidé de tourner cette vidéo en live, accompagné d'une partie de la communauté qui ont peut-être envie de voir ça en direct, qui ont peut-être envie d'ajouter leurs petites pattes, leurs conseils. Donc voilà, sachez que vous êtes filmés pour ce live les amis, vous passez sur YouTube, vous passez à la télé, donc voilà, on a des royalties, vous avez toute ma e-amitié, mon amitié numérique. Ça vous va ou pas? Jamais on s'est arrêté sur le fait de voilà, avant d'acheter un PC, enfin d'avoir un PC, d'avoir tous les composants, qu'est-ce qu'il faut acheter, pourquoi, quelle utilisation, quelles sont les erreurs à ne pas faire, etc. Ça va être divisé en plusieurs étapes. Première étape, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre PC. Je pense que c'est la première chose qu'il faut se dire, hein. Parce que c'est bien de se dire oui, je veux un PC, mais si tu sais pas ce que tu vas faire avec, ça commence pas super bien. Ensuite, c'est quels sont les matériaux qu'on doit utiliser pour faire ce qu'on a envie de faire avec. Parce qu'il s'agit pas de juste se dire oui, moi je veux un Ryzen 9 ou un i9 si tu n'utilises même pas le quart de ton processeur. Quels sont les processeurs les plus adaptés pour un tel type d'utilisation? Voilà, si je prends un tel processeur, quel type de carte mère je dois prendre, parce que la carte mère, c'est bien de prendre la plus chère ou la moins chère, mais toutes les cartes mères ne sont pas les mêmes. Ensuite, quel type de refroidissement, enfin bref, on va faire ça pour tout ce qui concerne le montage d'un PC, mais vraiment l'étape avant. Et donc voilà, est-ce que dans le chat, il y en a qui n'ont pas encore de PC, ont l'intention de se le faire, n'ont encore rien acheté, ou sont en train d'acheter? Attendez, vous dites moi juste pour dire moi, ou vous... Mais bordel, l'industrie du PC ne s'arrêtera jamais. Donc quelle utilisation? Faut vraiment tout prendre en compte. À quoi va servir votre PC? Est-ce que vous allez juste jouer avec, ou est-ce que vous avez la moindre ambition de faire quelque chose de créatif? Je sais pas, de faire du montage vidéo, est-ce que vous avez envie de faire de la 3D? Est-ce que vous avez envie d'utiliser Photoshop pour dessiner ou faire de la retouche vidéo? C'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut pas juste se dire de toute façon avec un PC de jeu, on sait tout faire avec. Au pire, tu peux enlever le chat. Ah, il est en plein dessus? Vas-y, on va enlever le chat, on va pas mettre le chat. On va vous cacher. L'utilisation principale de la plupart d'entre vous, ça va être le gaming. Deuxième utilisation de tout le monde, multimédia, navigation. Ça demande la même chose en ressources, c'est pour ça que souvent on va les mettre dans la même case. Multimédia, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir une vidéo sur votre PC, ouvrir des photos. Évidemment, c'est sûr qu'ouvrir une vidéo en 8K sur ton PC avec VLC, ça demande pas les mêmes ressources que d'ouvrir une vidéo pétée en 720p sur Media Player, tu vois. On peut aussi faire du montage, mais ça on en vient après. On va appeler ça l'applicatif. Pour ce genre de tâches-là, du montage, de la programmation, du Photoshop ou quoi, on va devoir beaucoup miser sur le Proco et sur la RAM, pardon. Après, comme ça a été dit dans le chat, pour quelqu'un qui fait du montage vidéo, accélération graphique, avoir un GPU qui a une bonne fonction d'encodage vidéo, ou même pour de la 3D, là c'est vraiment des utilisations très avancées, mais tout ça on va le regrouper pour l'instant dans une case qu'on va appeler applicatif et qu'après on détaillera. C'est con, mais c'est peut-être les seules questions qu'il faut se poser en termes d'utilisation. Chaque question peut être un petit peu soulignée, peut-être un petit peu plus détaillée. Par exemple, le gaming, est-ce que tu veux faire du multi-gaming ou est-ce que tu veux juste faire du CSGO? Ou est-ce que tu veux juste faire du Fortnite? Ou est-ce que juste... Voilà, là, on rentre vraiment dans le petit détail, mais c'est très individuel, donc ça, ce détail-là, on peut pas le souligner dans cette vidéo parce que sinon, on va devoir faire une config pour chaque jeu. Et là, ça devient un petit peu long et compliqué. Mais si vous voulez plus vous poser la question aussi, voilà, on va le mettre entre parenthèses. Quel jeu? Il y a vraiment beaucoup de sous-catégories. Après, très souvent, elles vont demander plus ou moins les mêmes ressources. La seule qui va vraiment demander une ressource très différente, c'est pour tout ce qui est modélisation et rendu, parce que là, tu as vraiment besoin de beaucoup de puissance de mémoire graphique. Donc ça, là en fait, l'applicatif, on va le mettre en rouge. Il faut vraiment être précis sur ce dont vous avez besoin. Le mieux, c'est de se faire sa config en te posant la question de est-ce que tu es riche ou non directement, parce que bon, j'ai pas envie de le mettre avant. Parce que si tu pars avec quel budget, tu peux te limiter. Sauf si tu sais que tu as une somme et que tu ne pourras pas avoir une somme de plus. Mais le problème, c'est que si tu pars directement avec... je veux un PC à 1200 €, tu vas devoir faire des énormes concessions. Ton premier choix, tu vas le faire en fonction de ton utilisation. Si tu as besoin d'un PC pour le jeu, tu vas directement miser sur une carte graphique. Parce que c'est clairement la carte graphique qui va déterminer énormément de choses pour le jeu. Le processeur va être secondaire à partir de ce moment-là. Par contre, si tu veux faire surtout de l'applicatif, tu vas devoir directement miser sur le processeur. Dans l'ordre du montage, c'est le processeur qu'on va poser en premier, certes, mais tu vas devoir investir plus dans l'un ou dans l'autre si tu as un budget limité, en fonction de ton utilisation. La carte mère, elle va surtout servir de support à toute ta config. Enfin, le choix va être déterminé en fonction du processeur plus qu'autre chose, parce que toutes les cartes graphiques
pas sur tous les cartes mères. Mais par contre, en fonction du processeur que tu vas prendre, de si tu veux l'overclock ou non, il faudra prendre une carte mère avec peut-être plus d'étages d'alimentation. Tu vois, ça c'est la question qu'il faut se poser après. Tu peux pas partir de ton PC en commençant par la carte mère, parce que la carte mère ne détermine en rien les performances pures et dures de ton PC. Par exemple, voilà, si tu dis bah je veux un gros proc, je sais pas, je veux un i9 ou un Ryzen 9 pour faire de l'overclocking, bah je veux me diriger sur une grosse carte mère, tu vois. Alors que si tu te dis je veux un i5 ou un Ryzen 5 pour faire de petits gaming, là tu vas pouvoir prendre une carte mère en trait de gamme, tu n'auras pas besoin de plus. Alors que si tu prends directement une grosse carte mère et qu'après derrière tu prends un i5, ça sert à rien. Ou alors si au contraire tu prends une petite carte mère et puis que tu prends un gros proc en Ryzen 9 derrière, ton proc il va être bridé, tu vois, tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux avec, enfin tout ce que tu voulais à la base. Donc le premier choix ça va être en fonction de l'utilisation. Le GPU c'est très important pour l'accélération graphique et tout, mais c'est pas non plus le GPU qui fait tout dans le montage. Donc là il faudra plutôt aller voir au niveau du proc. Mais si on veut les deux, bah là tu choisis les deux en fait directement. Tu te dis je veux un gros proc et un gros GPU, ou alors un petit proc et un petit GPU, tu vois. Donc tout ce qui est gamme, c'est la même chose pour Intel et pour AMD, c'est facile. 5, 7, 9. En dessous, t'as 3. Le i5, c'est du milieu de gamme. Alors non, le bas de gamme, ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Mais juste quand on parle de gamme, on parle pas de puissance et on parle pas de prix. On parle vraiment des différentes gammes. Ça c'est une gamme, ça c'est une gamme, ça c'est une gamme, ça c'est une gamme. Entre le moyenne gamme et l'entrée de gamme, t'as le bas de gamme. Tu peux pas sauter les deux, tu vois. Faut savoir un truc les potes, je vais vous le dire. Le bas de gamme, c'est pas une échelle de puissance, c'est pas une échelle de prix. C'est pas parce qu'un truc coûte 5000 € qu'il est haut de gamme. Il y a des Rolex bas de gamme qui coûtent 5000 €. C'est ce que je veux dire. Le bas de gamme, ça veut dire que c'est le début de l'échelon. Avant d'arriver à du moyenne gamme, t'es obligé de passer par le bas de gamme, tu vois. Mais ça veut pas dire que le bas de gamme est mauvais. Ils sont très très bons. Même les i3, ils sont terribles à l'heure actuelle, tu vois. Le choix suivant va être la carte mère. Au-delà de la marque et tout ça, bon, la marque c'est un critère évidemment, hein. Moi j'ai mes petites préférences, donc forcément, je vais pas dire que je regarde d'office toutes les cartes mères du marché, tu vois. Je vais très souvent regarder la marque en premier. Ça, c'est que ma préférence parce qu'il y a des gens qui s'en foutent. Mais après, première chose à laquelle tu dois réfléchir quand tu choisis ta carte mère, c'est quel processeur tu as pris. Parce que bah une carte mère bas de gamme, tu ne fais pas de l'overclocking dessus. Si tu as pris un processeur bas de gamme, tu vas prendre une carte mère bas de gamme. Si tu as pris un processeur haut de gamme, t'es pas obligé de prendre le plus haut de gamme en termes de carte mère. Tu peux choisir une carte mère milieu de gamme parce qu'elle supporte totalement un i9 et ses fréquences. C'est juste que bah, tu seras peut-être limité en termes d'overclocking. Si tu veux faire de l'overclocking, là il faudra une carte mère plus haut de gamme avec des étages d'alimentation supplémentaires et tout. Est-ce que vous voyez d'autres compatibilités pour les cartes mères? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Fréquence de la RAM, oui, on peut l'ajouter dans quantité de RAM / fréquence. Pour tout ce qui est compatibilité socket, c'est marqué. Et si c'est pas indiqué sur la boîte, ce sera indiqué sur la fiche technique. Faut pas hésiter à passer par les configomatiques pour faire votre config justement. Même si vous allez acheter ça sur Amazon ou sur, je sais pas, sur PC par Picker ou d'autres sites, faut pas hésiter à passer par les configomatiques. Ceux de Topacha, de LDLC, de qui vous voulez, et de prendre les références ensuite et de les acheter ailleurs. Ce qui est bien avec les configomatiques, les configurateurs comme ça, c'est que tout est automatisé pour que vous puissiez pas vous tromper. Ça veut dire que si la génération n'est pas bonne, il vous laissera pas acheter tel produit. Par exemple, imaginons, voilà, vous prenez tel processeur, il va vous afficher ensuite que les cartes mères qui sont compatibles avec ce processeur. Et vice versa, si tu choisis dans la carte mère, il va t'indiquer les processeurs qui sont dispo, enfin qui sont compatibles avec. Et ça va même plus loin, tu vois. Il va t'indiquer pour le format, genre si le boîtier n'est pas assez grand pour la carte mère, pareil, il te mettra pas tous les boîtiers qui sont trop petits. C'est aussi des choses des raisons pour lesquelles c'est très intéressant de passer par les configomatiques. Au moins, t'as beaucoup moins de chances de te tromper sur ces choses-là. Parfois ça arrive, mais c'est rare. Je pense qu'on pourrait dire troisième choix, refroidissement. C'est quand même plus important d'avoir quelque chose qui est un refroidissement adapté à ton proc. Ok, t'as 128 Go de RAM, mais ton PC il s'éteint tous les 10 minutes parce que bah, ton proc il se met en sécurité, parce qu'il surchauffe. Pour le refroidissement, première chose à vérifier, compatibilité socket. Parce qu'au niveau de la marque, un refroidissement est pratiquement toujours compatible Intel AMD. T'as certains cas où t'as des refroidissements qui sont que dédiés à une seule marque, souvent ça va être chez AMD. Tu regardes par exemple je crois que c'est Noctua, des refroidissements qui sont dédiés par exemple pour les Threadripper. Et du coup tu n'auras que les branchements pour les Threadripper. Mais sinon, pour les processeurs de monsieur et madame tout le monde, tu auras souvent les compatibilités avec les deux marques. Après par contre la compatibilité socket, ça il faut y faire attention. Tu as le socket LGA 17 qui s'est incrusté. Les refroidissements d'avant ne le prennent pas en compte. Donc il faut acheter des adaptateurs et compagnie. Donc la compatibilité socket est très importante. Parce que comme je l'ai dit, les deux marques seront toujours disponibles dans les adaptateurs. Donc il faut avant tout voir la compatibilité du socket. Les performances, très important. Attends, avant ça, IO ou Ventirad. C'est pas toujours utile de prendre un IO et un Ventirad fera presque toujours aussi bien le taf. En fait, c'est le water cooling custom, c'est soit si t'as un énorme proc à refroidir, soit si tu veux te faire plaisir
et avoir quelque chose aussi qui est moins bruyant, tu vois. Première chose, compatibilité socket très importante. IO ou ventirad, les critères de sélection, ça va être dans un premier temps le bruit. Un IO qui tourne à pleine balle, ça fait beaucoup de bruit, plus qu'un ventirad. L'IO, il aura moins besoin de tirer en puissance pour bien refroidir. Le ventirad, il aura besoin de plus travailler pour mieux refroidir. Donc ça veut dire qu'il va forcément faire un petit peu plus de bruit. Mais t'as des ventirad qui sont quand même pas très bruyants. La taille. Quand je parle de taille, je parle en termes de ventilateur. Parce que des IO, t'as du 120 mm, t'as du 240, t'as du 360. T'as aussi du 280, t'as du 420. Si tu prends un IO 120 mm sur un 12900K, t'auras évidemment pas les mêmes refroidissements qu'avec un 360 mm, tu vois, avec 3 ventilateurs. La taille, il faut y faire attention. L'esthétique, c'est aussi beaucoup un critère. Parce qu'on va pas se cacher, un bon ventirad fera peut-être presque aussi bien le taf qu'un IO. Et clairement, t'as des ventirad qui sont meilleurs que certains IO qui sont claqués. Tu vois, c'est pas parce que t'as un IO que t'as d'office quelque chose de mieux. Tu peux avoir des IO qui sont meilleurs que les ventirad de manière générale, mais tu peux avoir des IO de merde qui se font défoncer par des ventirad. Tu vois, il y a des très bons ventirad. Donc très souvent, ça va beaucoup être pour l'esthétique aussi. Après le refroidissement, quatrième choix, ça va être la lime. Parce que si tu choisis tous tes autres composants, genre la mémoire et tout, en te disant ouais c'est bon, de toute façon la lime je la prends après et tout, et qu'au final tu te rends compte que t'as besoin d'une lime qui coûte 120 balles et qu'il t'en reste plus que 30, t'es dans la merde. Le quatrième choix, ça va être l'alimentation et il est très important. Si tu prends pas assez, ton PC soit ne va pas booter ou alors il va booter mais dès qu'il y a un composant qui va un petit peu trop tirer dessus, généralement la carte graphique, bah ton PC il va juste s'éteindre en fait. Soit tu vas prendre une alimentation qui est trop grosse et là c'est une dépense d'argent inutile. C'est jamais totalement inutile parce qu'une alimentation, si tu en prends une de bonne qualité et que tu la conserves bien, tu peux monter tes 5 prochains PC avec, tu vois. Une alimentation, ça sert à rien de la changer tous les ans. Vaut mieux toujours trop que pas assez, mais il y a quand même une limite à pas dépasser, tu vois. Par exemple, les alimentations 1200 watts, à l'heure actuelle, ça sert à pas à grand chose, tu vois, pour nous en tout cas. Donc premier choix, la puissance. Vraiment, la question ne se pose même pas. Parce que je préfère clairement avoir une alimentation SFX dans un boîtier ATX, mais qui peut alimenter mon PC. Parce que du coup, si je me dis, ouais, je veux le bon format, machin, et qu'au final, le truc, il envoie pas assez de jus, bah, t'es dans la merde. Et puis, de toute façon, les alim SFX, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, point super important, le plus important, la puissance. Puissance et rendement. Alors, puissance avant rendement. Le rendement, ça vient après, même s'il est quand même très important. Tout ce qui est rendement, c'est une marque de qualité, tu vois, c'est un gage entre guillemets de qualité, mais quand on parle de rendement, on parle aussi d'utilisation de puissance nécessaire. La certification, comme le dit la définition, la certification 80+, certifie qu'au moins 80% de l'énergie qui est envoyée de l'alimentation à ton système, à ta machine, a bien été reçue par ta machine. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des pertes. Et en fait, c'est là que c'est important de prendre une bronze, silver ou une gold ou une platinum. Au plus tu vas monter en gamme, au plus l'envoi d'énergie va être respecté, il va être capté par ton système. Donc les gammes les plus hautes, t'as gold qui est la plus courante dans le haut de gamme. T'as les platinium et puis t'as les titanium qui elles sont vraiment les giga machines. Silver qui existe pas tellement, c'est pas utile. Ça existe mais c'est juste qu'on le voit pas en fait. Enfin Balek, tu vois, il y a de moins en moins d'alim qui le font, mais elles existent les silver, tu vois. C'est un bon compromis. Bah en fait les gold elles coûtent pas forcément cher et elles sont déjà très efficaces, tu vois. Le format évidemment. Et même avant le... Enfin bon le format il faut quand même y faire attention. Et dernier point, la modularité. Il y a 3 types. En tout cas, dans les plus courantes, t'as la lime non modulaire. Ça veut dire que tu l'achètes et tous les câbles sont directement branchés dessus. Absolument tous. Tu peux pas en brancher ni en débrancher. Ensuite, t'as les semi-modulaires sur lesquels vont être branchés directement le câble CPU et le câble, le 24 pins, et sur lequel tu vas pouvoir ajouter les câbles PCIe et les câbles SATA. Ensuite, t'as les full modulaires où là, rien n'est branché par défaut. Il n'y a vraiment rien qui est branché dessus, c'est à toi de le faire. Et du coup, ce qui est cool avec ça, c'est que tu peux brancher seulement les câbles dont tu as besoin et ne pas te retrouver avec un énorme fouillis dans ton boîtier à devoir ranger, à devoir manager correctement. Marque, c'est important. Si vous voulez une marque, j'ai envie de limite de dire celle qui dirige tous les autres. Pourquoi ? Parce que tu la retrouves dans pratiquement tous les alims, c'est Seasonic. Elles sont pas forcément chères et Seasonic, ils produisent les alims de tout le monde. Donc ouais, on va dire que avant de regarder le rendement, c'est peut-être aussi important de regarder la marque, savoir si elles sont fiables, quelles sont leurs expériences en termes d'alimentation. 5e choix, la RAM. On va parler quantité. Donc quand on parle de quantité, on parle de, entre guillemets, puissance. Donc si il te faut du 8 Go, du 16 Go, du 32, du 64, voilà. En fonction de l'utilisation. Jeu ou applicatif. Aujourd'hui, il faut savoir que, attendez avant de m'agresser, écoutez ce que j'ai à vous dire. Pour la plupart des jeux, 8 Go, c'est suffisant. Mais j'ai bien dit pour la plupart. Red Dead Redemption 2, avec 8 Go de RAM, tu commences à être limite. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est bien d'avoir du 16 Go de RAM. Quand tu montes en RAM, tu montes par paire. Si tu as 8 Go et que tu veux monter au-dessus, monter d'un cran au-dessus, tu vas pas passer de 8 Go à 10 Go ou à 12 Go, tu vois, c'est ridicule. Passe de 8 Go à 16 Go. Fonctionne en paire. Ne me prends pas
une barrette de 8 Go et une barrette de 4 Go. Ça fonctionne, mais c'est... Voilà. C'est éclaté. Faut fonctionner par paire. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le dual channel. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours monter par paire. C'est le mieux, c'est le plus optique. Je pense que 16 Go aujourd'hui, c'est la norme. Tout à fait. Totalement. Tu peux encore fonctionner avec 8. Qu'est-ce qui va nécessiter de monter plus? Bah, c'est si tu fais de l'applicatif. Par exemple, la suite Adobe, tu peux avoir 32 Go. Tu peux avoir 128 Go. Tu n'auras jamais assez de RAM pour Adobe. Dans ce PC-là, je suis à 64 Go et ça me casse les couilles. Hein. Parfois, Premiere Pro, il me pète les couilles. Hein. Ça reste pas assez, tu vois. C'est con à dire, mais plus t'as de la RAM, plus Adobe il va t'en bouffer. Donc la quantité, c'est la première chose à prendre en compte en fonction de ton utilisation, de ce que tu vas faire avec ton PC. Deuxième chose à prendre en compte, très important par rapport à ta carte mère, compatibilité carte mère, nombre de barrettes, c'est aussi important que la quantité en fait. Quantité en puissance, toujours par paire. Ici, on y vient, la fréquence. La fréquence, c'est important de savoir déjà le max que tu peux prendre, parce que ça dépend de ton processeur, ça dépend de ta carte mère, donc compatibilité, processeur, parce que d'une marque à l'autre et d'une carte mère à l'autre et d'un processeur à l'autre aussi, ça peut varier. Donc ça, il faut y faire attention. Après, il n'y a pas vraiment de compatibilité avec la marque. C'est-à-dire que comme on en parlait tout à l'heure, les RAM où il est marqué optimisé, Ryzen, machin, je sais pas quoi, c'est pas de l'optimisation. C'est juste une correction de bug qui a été faite par rapport au XMP par la suite. Et du coup, bon bah certes, ça fonctionnera mieux, mais c'est pas une optimisation. C'est juste que ça vous évitera d'avoir des bugs. Mais ça, évidemment, tu vas pas avoir une paire de RAM, voilà, enfin des barrettes de RAM que tu achètes dans le marché où il est marqué ne buggera pas sur AMD, tu vois. C'est pas du tout commercial, c'est marketing. Oui, voilà, c'est ça. Tu ne peux pas mettre ça en fait, parce que si tu mets ça, enfin, si les marques mettent ça, les autres ils vont dire attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là elle bug pas, mais les autres oui. Donc, enfin, tu vois, c'est juste pour t'éviter les problèmes et eux en fait, c'est une manière de se protéger contre les mécontentements en fait des consommateurs. Le CAS, l'horloge, la seule chose qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que plus ton CAS est élevé, moins c'est opti. Plus ton CAS est bas, plus c'est opti. Tout le monde n'a pas le même discours de lequel prévaut lequel. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux une meilleure fréquence qu'un meilleur CAS ou est-ce qu'il vaut mieux un meilleur CAS qu'une meilleure fréquence? Moi, je porte à dire qu'il faut une meilleure fréquence qu'un meilleur CAS. Par rapport à la fréquence, tu vois, il faut pas prendre la plus haute fréquence possible. Par exemple, du 3600 MHz avec un Proc Intel, ça sert pas à grand-chose. C'est de la fréquence qui ne va pas être utilisée. À savoir une chose importante, les CAS de la DDR5 sont toujours beaucoup plus hauts que la DDR4. C'est normal. La DDR5, c'est un peu inutile. En fait, c'est pas que c'est inutile, c'est juste que c'est pas intéressant de passer sur un système DDR5 juste pour bénéficier de la DDR5. La transition, enfin la différence de puissance entre la DDR4 et la DDR5, elle est pas folle, tu vois. La seule raison de prendre de la DDR5, c'est que tu serais passé sur 12e gen et que ta carte mère serait en DDR5. Mais par exemple, ça sert à rien de se dire tiens, j'aimerais bien changer de système comme ça je peux bénéficier de la DDR5. Ça sert à rien. Si on fait dans cet ordre de choix, ça devrait pas être non plus hyper important. Ça peut déterminer le matériel que tu vas choisir après. C'est la taille de ta RAM, le format. La Dominator par exemple, c'est une RAM qui est déjà assez grosse. Tu mets ici, c'est quoi? C'est de la Fury, mais c'est quoi? Ouais, Kingston Fury. Tu vois qu'il y a déjà une différence de taille en hauteur entre les deux. Parce qu'en fait, le problème avec la grosse RAM, c'est qu'en fonction du refroidissement que tu vas choisir, en fonction du boîtier, tu peux être bloqué en fait. Ça peut gêner le passage de ton IO, de ton ventirad et même de certains boîtiers. Par exemple, regardez, je vais vous montrer un cas que j'ai eu récemment ici pour ce PC. Le système est fait de sorte à ce que tout soit hyper emboîté dans ce PC. Vous voyez, la carte mère, elle est là. Regardez, quand je viens poser le ventilateur dessus ici, quand je viens le fermer, c'est la fermeture du PC. Regardez où est-ce que ça arrive par rapport à la RAM. Vous voyez, ça passe. Et là, c'est de la RAM très très low profile. Ici, on est sur un boîtier qui est très spécial, donc c'est spécifique. C'est pas non plus à tout le monde que ça va arriver. C'est quelque chose qui peut aussi arriver en fonction de ton ventirad, de ton AIO. Vu qu'on prévoit la RAM après le refroidissement, vaut mieux regarder après la taille de la RAM directement, tu vois. Low profile, c'est juste qu'elles sont plus petites, c'est ça. En fait, les low profile, regarde, ça c'est un profil assez grand. En fait, ici, on n'est même pas sur du low profile. Je dirais que la norme, c'est ça. Et après, t'as le low profile comme celle que j'ai mise dans ce PC-là, qui sont des barrettes qui sont, elles, vraiment toutes petites. Sixième choix, le boîtier. Hein. Au final, le stockage, je trouve que c'est le choix le moins important. En termes de quantité, c'est important, mais en termes de compatibilité, il y en a tellement peu, à part tout ce qui est PCU 4.0, SATA et tout, mais ça, on va voir après. Première compatibilité très importante, le format. T'as les formats mini tour, t'as les formats moyen tour, les formats grand tour, mais ce qui est important à retenir, c'est ATX, micro ATX, mini ITX. On pourrait penser que format et dimension c'est la même chose, mais non, parce que le format ici on va juste parler du format de la carte mère, mais les dimensions ça va être très important. Pourquoi? Déjà d'une part pour le water cooling, et je pense que c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle c'est important. Taille pour la carte, c'est vrai, très bien vu. C'est vrai qu'il y a des cartes graphiques, et j'en ai déjà fait les frais, qui sont trop grandes pour certains boîtiers. L'aération, alors on allait y venir, l'aération qu'on va appeler l'airflow. Pourquoi l'airflow est important? Tout simplement parce que
d'une config à l'autre, votre PC va chauffer. Un PC qui possède une 3060 et un 12600K, il chauffe pas de la même manière qu'un PC qui a un i9 et un 12900K pardon, et une 3090. Le truc avec les dimensions, c'est que tous les boîtiers moyen tour ne font pas les mêmes dimensions. Le truc, c'est que la hauteur du plafond de boîtier n'est pas... Enfin, la hauteur de manière générale ne sont pas toutes les mêmes. Même si tu as un boîtier ATX, ça c'est juste la norme, c'est juste le format. Ce qui fait que tu peux très bien te retrouver avec un boîtier ATX où tu mets ta carte mère ATX avec tous tes composants et que ça bouffe complètement l'espace. Et d'autres boîtiers où tu vas y voir une hauteur de plafond quoi, qui est beaucoup plus espacée. Ce qui fait que par exemple ici, comme la hauteur elle est suffisante, je peux mettre toute ma config sans problème. Mais par exemple, si le plafond avait été plus bas, j'aurais pas pu rentrer mon radiateur, le radiateur de mon IO, radiateur et ventilateur. Vous le voyez ici, il y a des dissipateurs pour tout ce qui est VRM. Très souvent, ils vont faire obstruction aussi au radiateur et au ventilateur des IO. Ce qui fait, et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps en montant le PC d'un pote, du coup j'ai dû lui donner un boîtier que j'avais ici, le 7000X. Si le plafond de ton boîtier est pas assez haut, tu pourras pas faire passer ton water cooling en fait, tu pourras pas le rentrer. Si tu peux éviter de te retrouver face à cet obstacle là, pense-le avant. Pense directement à la hauteur de ton boîtier. C'est difficile de prévoir. Alors, c'est pas si difficile que ça. T'as toujours les dimensions qui sont inscrites en fiche technique. Et si t'es pas sûr de toi, tu passes par les configomatiques. Les configomatiques, ils te font aussi les compatibilités à ce niveau-là. Solidité et qualité des matériaux. Oui, clairement. Parce qu'il faut pas croire que, que tous les boîtiers sont pareils à ce niveau-là. Qualité / matériaux. Vaut mieux privilégier les matériaux, genre tout ce qui est alu et tout. Parce que le plastoc, c'est le dernier truc qu'il faut prendre, le plastique. Donc là, on en arrive au dernier choix, le stockage. C'est le choix où il va y avoir pas mal de critères de compatibilité, c'est celui dont on s'en branle un petit peu le plus. Enfin, c'est pas qu'on s'en branle parce que c'est quand même très important en fonction de ce que vous allez en faire, mais je veux dire que pratiquement tout est compatible avec tout maintenant. C'est comme la carte graphique. La carte graphique, peu importe la carte mère, peu importe la marque, peu importe le chipset, peu importe machin, le socket, le machin, c'est compatible. Ici, pour le stockage, ça va être pareil. Que ce soit du HDD branché en SATA, que ce soit du SSD branché en SATA. Après, t'as les SSD en M2, en SATA ou en NVMe. Première compatibilité, est-ce que ta carte mère prend le NVMe? Mais bon, les cartes mères qui sont vendues depuis quelques années, ça prend le NVMe sans problème. Et après, il faut voir si c'est compatible le PCIe 4.0 ou non. Les dernières cartes mères sont compatibles le 4.0. Après, est-ce que c'est utile ou non? Ça va dépendre de chacun. Mais compatibilité PCIe 4.0 sur le GPU, on s'en branle. On n'en a rien à branlax. Vraiment, c'est inutile. Dernier choix, le stockage. Choix qui va être important, évidemment. La quantité de stockage disponible. J'ai envie de parler de HDD, mais franchement, aujourd'hui, même les HDD, on s'en fout, tu vois. Je conseille de moins en moins de passer sur des HDD. Certes, c'est cool parce que le HDD, tu peux avoir des stockages énormes, genre du 8 Tera et tout, pour pas grand-chose en termes de prix. Mais les vitesses sont tellement lentes que plus on avance, plus ça devient obsolète de fou, ça devient useless comme vous dites. Si en 2022 ou 2023 ou quoi vous faites un PC, pensez plus HDD en fait. Donc les 2.5 c'est ceux qui ressemblent à des petits disques durs de PC portables. Et les M2, c'est les petites barrettes qui vont ressembler à de la RAM. Ces petites barrettes là qui ressemblent à de la RAM, qui sont donc des SSD en M2. Le 2.5 il va devoir se brancher en SATA. Tu vas devoir le brancher avec un câble d'alimentation SATA et un câble de transfert SATA. Le M2, tu le mets sur la carte mère comme une barrette de RAM, tu l'insères, boum, dans son slot, une vis, terminé. Totalement silencieux, tu branches sur la carte mère, t'as pas de câble d'alimentation, et en plus, c'est plus performant. Tu vas avoir des vitesses de lecture et d'écriture plus intéressantes. Et ça, c'est le troisième critère important pour le stockage. Pourquoi? Parce que ça va en fait définir tout simplement la vitesse à laquelle vont défiler les fichiers sur ton PC. La lecture, c'est quand tu vas ouvrir un fichier, par exemple une vidéo, quand tu vas lancer un jeu. Donc lancement de programme, lancement de jeu, chargement entre les différentes fonctionnalités des programmes et des jeux, tout ça. L'écriture, c'est quand tu vas déposer quelque chose sur son disque dur, que tu vas sauvegarder, que tu vas le transférer d'un disque à un autre. Il existe des M2 en SATA, mais qui généralement ont des vitesses de lecture et de l'écriture qui sont beaucoup plus basses que les NVMe. Format, avant de mettre vitesse de mémoire, on va mettre type. Donc type SATA ou NVMe, compatibilité PCIe. Voilà, avec ou sans dissipateur. Les NVMe chauffent un petit peu plus, donc bon, avoir une petite dissipation, c'est toujours important. Le truc, c'est que sur la plupart des cartes mères aujourd'hui, que ce soit les hauts de gamme ou les moyennes gammes, tu as déjà des dissipateurs déjà mis sur les cartes mères. Et je doute que ceux qui sont vendus soient plus performants que ceux sur la carte mère. Je pense pas vraiment. Très souvent, sur les cartes mères, à part si tu prends vraiment la plus grosse wisherie dans celles qui sont sorties actuellement, tu auras des dissipateurs dessus. C'est pas le budget le premier, non. Non, parce que si tu définis un budget directement, tu vas te brider dès le départ. Mais si on regarde pas le budget, on va très vite dépasser long. Bah alors oui,
mais c'est parce qu'il faut être réaliste. Tu peux commencer en choisissant un budget à la base, mais alors du coup, tu sais que directement, tu vas avoir un PC qui répondra pas à tes attentes. Tu vas avoir le PC que tu es obligé d'avoir parce que tu as ce budget-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, ici, c'est juste faire la liste, hein. C'est pas faire un devis, c'est juste faire une liste. C'est-à-dire que voilà, je veux jouer à mon premier PC, enfin je veux mon premier PC, et je veux jouer exclusivement à... Ben voilà, on va dire que je suis un grand fan de GTA V. Voilà, on va dire en 1080p, je suis pas exigeant. Je peux taper dans une 3060 Ti. Ça fera parfaitement l'affaire. Ça, comment tu le sais? Tu vas voir des benchmarks sur internet. Donc voilà, je me dis 3060 Ti. J'ai pas d'attente, je veux pas faire de stream, je veux pas faire de montage vidéo ou quoi, je veux juste jouer à GTA V. Je peux me contenter d'un i5, je pourrais même aller vers de l'i3, si c'est un i3 actuel, mais sinon j'irais plutôt vers l'i5. Et après en fonction de, je regarde le reste, je prends ce que je peux prendre, tu vois, donc voilà, une carte mère, j'ai pas pris un gros proc, donc j'ai pas besoin de prendre une grosse carte mère, hein, et surtout je vais pas faire de l'overclocking parce que j'y connais rien et parce que c'est pour du jeu, donc t'as pas besoin d'overclocking pour du jeu. Ensuite, voilà, j'ai pris ma carte mère, elle m'a coûté un prix correct. Un i5, ça ne demande pas un refroidissement de l'espace. Si j'ai un budget plutôt limité, je vais me dire, bon, bah, un petit ventirad, sans trop de fantaisie, pas trop de RGB, voilà, un petit ventirad, ça fera le taf. L'alimentation, tu regardes un petit peu les TDP, les différents TDP de ta carte graphique. i5 3060 Ti, bon, bah, franchement, avec une 650 watts, t'es bien, tu vois, t'as pas besoin de plus. Après, qu'elle soit modulaire, full machin, tu t'en fous un petit peu, parce que là, voilà, t'as pas forcément un gros budget. Pour la RAM, pareil, GTA 5, franchement, avec 8 Go de RAM, c'est très bien, mais tu vas quand même prendre 16, hein, parce que t'as peut-être envie d'installer des packs de texture ou quoi, et puis 16 c'est la norme, voilà. Je vais prendre 16 Go de RAM, la fréquence, tout ça, bon, je vais pas aller voir le plus gros parce que j'ai pas besoin d'atteindre des extrêmes ou quoi, je vais prendre la fréquence conseillée. Et tous mes choix, je vais les faire comme ça. Le boîtier, j'ai pas un énorme budget, j'ai pas un PC qui va chauffer trop, parce que voilà, i5 et 3060 Ti c'est raisonnable, donc je vais prendre quelque chose au bon format, les bonnes dimensions, l'airflow, bah, je vais prendre quelque chose de correct, rien d'incroyable, tu vois, je suis pas obligé d'aller au plus opti là-dessus. Voilà, les matériaux pareil, quelque chose de correct, mais bon, on va pas chauffer de ouf, donc on n'a pas besoin du truc qui dissipe le mieux. Ici, bah, je vais juste jouer à des jeux, je me prends un SSD, que ce soit en 2.5 ou en M2, ça pareil, tu fais en fonction du budget, hein. Là maintenant, c'est vraiment le moment où tu vois ce qui peut te rester en termes d'argent. Si t'as assez pour un M2, tu prends un M2, si t'as pas assez, tu prends un 2.5 et puis voilà. Tu prends un Tera avec des vitesses de lecture et d'écriture correct. À chaque fois que tu vas passer une étape, tu vas savoir ce que tu peux mettre en termes d'argent. Je suis arrivé à la RAM, il me reste 300 € pour la RAM, pour le boîtier, pour le stockage. Au lieu de prendre de la RAM qui est trop belle et trop RGB, je vais plutôt prendre de la RAM qui est performante. Je vais pas prendre non plus un truc trop exagéré parce que derrière, j'ai besoin de m'acheter un boîtier et du stockage. Le boîtier, pareil. Tu sais que si derrière, il te faut un stockage conséquent, tu vas pas prendre un boîtier à 150 €. Là, tu vas te dire, allez, je mets entre 80 et 100 € dans mon boîtier. Je dis pas que cet ordre, c'est la vérité absolue. Mais on vient de faire un essai et ça fonctionne, non? Ça fonctionne parce que tu peux voir assez facilement les différentes compatibilités sans te freiner. Et en plus de ça, à la fin, tu peux réajuster tes prix. Parce que là, tu descends en ordre d'importance. Parce que tu peux pas commencer ton PC en mettant 400 € dans le boîtier si t'as 1200 € de budget, tu vois. Est-ce que ça vous a plu, ce petit live hardware? On a beaucoup parlé, hein. Putain, ça fait 5 heures qu'on parle non-stop, là. Vous avez trouvé le sujet intéressant. Dommage d'avoir loupé le début. Je mettrai la rediff sur YouTube. Mais du coup, voilà, les live hardware, on les reprendra comme ça petit à petit, en choisissant à chaque fois des thèmes qui peuvent vous aider, en fait, des thèmes qui peuvent... Parfois, on fera même des trucs beaucoup plus simples, hein. Un montage PC ou l'unboxing d'un composant, pourquoi pas des reviews aussi en live, ça peut être cool. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, ça fait quand même beaucoup d'informations, hein, mine de rien. J'espère que ça aura été suffisamment structuré. Évidemment, tout ce que j'ai dit ici, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas quelque chose de sûr et certain, un code, voilà, je n'ai pas la vérité absolue, ni la science infuse. Et c'est la manière que j'emploie généralement pour moi me monter mes configs, savoir dans quel ordre acheter mes composants. Et comme on a pu le voir à la fin en faisant un petit test, bah en employant cette méthode, c'est quand même assez facile de pouvoir réajuster les prix, de pouvoir réadapter et un peu plus équilibrer en fonction de son budget. Bref, en tout cas, voilà. Si vous voulez suivre ces vidéos en direct quand on les fait en live, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Donc pareil qu'ici, un Discover ID sur Twitch. Et si ces vidéos vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me suivre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.